La commune de la Kanchi est l'une des communes de la ville de Mbuji-Mayi et est bénéficiaire de lampadaires solaires installés dans le cadre du projet d'électrification de cette ville. Ces lampadaires sont installés sur plusieurs artères. Les habitants de Mbuji-Mayi se sont réjouis de l'installation de cet éclairage public car selon eux, l'éclairage réduit le banditisme qui régnait à partir de 18 h au moment où la commune était plongée dans le noir. Quelques temps après l'installation de ces lampadaires, on remarque le déboulonnement des vis sur plusieurs poteaux. Ce qui fait dire aux habitants de Mbuji-Mayi qu'il y a eu tentative de vol de ces lampadaires. Remy Kongolo est l'un des habitants de Mbuji-Mayi qui ont promis de monter la garde pour stopper les potentiels voleurs. Il y avait l'obscurité partout, ce qui causait aussi l'insécurité dans notre commune. C'est récemment ici avec le programme du chef de l'État qu'on est en train d'asphalter nos routes et nous placer des lampadaires. Nous avons constaté que non, il y a eu, on ne sait pas si ce sont des voleurs qui ont essayé de dévisser les lampadaires ou ceux-là qui avaient placé, qui n'avaient pas tenu compte de ça, comme s'ils avaient mal vissé les lampadaires. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de la Kanchi tente de relativiser le fait. Il se félicite en même temps de l'exécution des projets qui ont permis l'installation de ces lampadaires. On dit seulement à notre population que ces histoires, ça nous aide tous. Parce qu'auparavant, quand il y avait eu ces lampadaires, il y avait presque obscurité dans toute la commune, ce qui causait l'insécurité. Il y avait même vol de motos avec les lampadaires qu'on nous a placés dans notre commune. Ces jours ici, il n'y a pas de cas de kidnappeurs, il n'y a pas de vol de motos. On est quand même dans la sécurité. Tout en reconnaissant l'impact de ces lampadaires photovoltaïques dans la lutte contre l'insécurité dans sa juridiction, le bourgmestre de la Kanchi lance un appel à toute la population de sa juridiction. Oui, notre commune de la Kanchi était comptée parmi les communes les plus moins sécurisées dans la province de Kasai-Oriental. Vraiment, nous remercions les gouvernements pour cette œuvre si bénéfique qu'ils nous ont octroyée parce que avant, c'était vraiment l'insécurité totale. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est 22 h, mais nous pouvons marcher librement sans avoir peur de rien. Alors qu'auparavant, nous pouvons même nous cogner aux pierres sans savoir même où on allait. C'est dérouter des avenues même. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est appréciable, c'est beau. Nous avons la possibilité de marcher la nuit. Nous nous sentons vraiment en sécurité. Il n'y a pas que les lampadaires qui sont en danger. L'Office des voiries et drainage OVD a également dénoncé le vol à répétition du matériel prévu pour la construction, la réhabilitation et la modernisation des routes dans les différents chantiers de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï-Oriental. L'autorité municipale appelle la population à la vigilance. Je suis la première femme dans notre armée depuis l'indépendance. C'est une nouvelle récompense qui vient orner une fois de plus l'armoire à trophées de Madame Julia Luonga, CEO de Mandiko Holding, qui a reçu le samedi 22 juillet 2024 le trophée Mwasi Motuya dans la catégorie entrepreneuriat. La cérémonie de remise du trophée de Mwasi Motuya, qui est à sa deuxième édition, s'est déroulée à Kinshasa, à Sultani Hotel, dans une soirée haute en couleur et qui a connu la participation de plusieurs autorités politiques, cadres et chefs d'entreprise. Cette nouvelle récompense est accueillie avec grande joie par la directrice commerciale et marketing de Mandiko Holding, Madame Rachel Luonga, qui a représenté la directrice générale empêchée. Bonsoir à tous. Je disais bonsoir à tous. Bonsoir. Et comme vous pouvez voir, Mwasi Motuya, je suis une jeune fille. Mais je suis aussi Mwasi Motuya comme toutes les dames que je vois devant moi. Alors, au nom de Madame Julia, Madame la DG de Mandiko Holding, elle remercie toute l'équipe et l'organisation de Mwasi Motuya. Et elle veut plutôt dédier ces trophées à toutes les mères qui sont ici, parce que les mères sont des femmes qui croient en tout. Et elle a été une femme avec beaucoup de combats, elle a vécu beaucoup de choses, mais elle a été encouragée par sa mère. Et c'est comme ça qu'elle dédie ces trophées à toutes les mères ici présentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Pour le député national Cheo Kitundu présent dans la cérémonie, le but est de redonner l'image de la femme qui se distingue dans différents domaines au pays. Ceci leur permettra de briller encore davantage. Je félicite les organisateurs pour cet événement. C'est une manière effectivement de contribuer à la promotion de la femme et à encourager la femme dans notre pays, et aussi féliciter ceux qui ont réussi actuellement dans plusieurs domaines. Et comme vous avez remarqué, il y a des femmes d'État, des femmes entrepreneuriales, dans le domaine de l'art, et particulièrement au moment où il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, voir une colonelle femme, c'était extraordinaire. Donc je tiens vraiment à féliciter les organisateurs, et surtout que moi-même, en tant qu'homme politique, j'ai contribué largement dans la constitutionnalisation de la parité dans notre pays quand j'étais directeur de cabinet du chef de l'État. L'une des lauréates, Madame Liliane Temouni, ambassadeur de la Croix-Rouge en RDC, n'a pas caché sa satisfaction. C'est un grand honneur pour moi d'être nominée Moissi à Motuya, parce que je fais tout en coulisses, tout mon travail, et je me dis, on ne voit pas. Je le fais avec cœur, avec amour, pas pour qu'on voit. Si je publie ce que je fais dans les réseaux, c'est pour encourager les jeunes qui puissent voir, même s'ils ont fait des études, de devenir avocat, toutes sortes, professeurs, directeurs de tout. Moi, j'étais coiffeuse esthéticienne. Je rendais les femmes belles. Mais j'ai tout abandonné pour entrer dans l'humanitaire, pour sauver les vies des enfants. Et ça n'a pas de prix. C'est un honneur pour moi, une joie quand je vois qu'on a pris en charge des enfants et qui sont sauvés. C'est ça la gloire de Dieu. Signalons qu'au total, plus de 20 personnalités ont été primées pour cette deuxième édition du trophée Moissi à Motuya, attendu par femmes de valeur dans différentes catégories: politique, entrepreneuriat, journalisme, art et autres. Nous, députés nationaux et sénateurs élus de l'île de Tshisekedi et ses mosaïques, réunis en réunion extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein du parti. Après échange, il a été constaté ce qui suit. 1. Une crise de confiance entre le secrétaire général de l'IDPS et certains membres et organes du parti. Laquelle crise est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti en ce moment où notre pays fait face à une guerre d'agression imposée par les Rwandais avec ses marionnettes d'M23. Respectueux de nos textes, les élus ont préconisé la résolution immédiate de cette crise en fait de ramener le climat de paix au sein de notre cher parti. Pour ce faire, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'une commission de bons offices devra rencontrer les partis en conflit, et c'est pour une durée de 3 jours. 2. Préparer les conditions de la tenue de la convention démocratique du parti dans les brefs délais. 3. Demander aux partis en conflit de s'abstenir de mener la guerre médiatique qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. Fête à Kinshasa le 21 juillet 2024. Nous vous remercions.
L'association de lutte contre la corruption, ALCC, qui est à l'initiative de la plainte déposée le lundi 22 juillet, accuse Madame Malangou Kabedi d'avoir participé à la disparition de cette somme d'argent en complicité avec l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La LCC dit avoir obtenu de preuves de ces allégations en audio à partir d'un réseau téléphonique relevant les discussions qui auraient eu en date du 27 juillet 2022, du 4 janvier 2023 et du 14 janvier 2023 entre la gouverneure Kabedi et le ministre Kazadi à l'époque. S'agissant du premier audio datant du 27 décembre 2022, M. Nicolas Kazadi instruit Mme Kabedi Malangou de faire tout ce qui est dans son pouvoir, de sortir via un compte inconnu mais logé à la Robank une somme de 147 320 230 $ contre ses 10%. Dans un autre audio datant du 4 janvier 2023 et vérifié auprès d'une compagnie téléphonique, on peut entendre une vive discussion entre Madame Kabedi avec Nicolas Kazadi sur une augmentation de ses pourcentages, indique la plainte. Et de marteler, en réplique, Nicolas Kazadi l'instruit à sortir toujours dans une procédure d'urgence une somme de 87 400 000 $ contre cette fois-ci une augmentation de 12%, totalisant toutes ces sommes perçues d'une manière illégale et contre les intérêts de la République. Madame Malangou n'a géré entre 27 232 211 $ et 28 232 123 $, a fait savoir la LCC. À titre de rappel, l'affaire Forage et Lampadaire a déjà conduit l'ancien ministre du Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Kassenga à la prison centrale de Makala. Deux organisations de la société civile, à savoir l'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, avaient exigé dans un communiqué du 12 avril 2024 la lumière sur ces deux projets qui ont coûté au trésor public plus de 400 millions de $. Les agents de la Société des transports congolais Transco en sigle ont manifesté ce mardi 23 juillet 2024, brûlant de pneus, banderoles en main et scandant des chansons devant l'entrepôt de la société au niveau de la 17e rue dans la commune de Limete. Parmi leurs principales revendications, ces agents, pour la plupart des conducteurs, réclament leurs 2 mois d'arriérés de salaire, mais dénoncent en même temps la mauvaise gestion de l'entreprise, le clientélisme excessif. Ces agents, pour la plupart des conducteurs, réclament leurs 2 mois d'arriérés de salaire, mais dénoncent en même temps la mauvaise gestion de l'entreprise et le clientélisme excessif, raison pour laquelle ils exigent le changement du comité de gestion et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ceci dans le but d'attirer l'attention de l'autorité des tutelles sur ces problèmes afin d'obtenir des réponses de la direction de l'entreprise. Il faut noter qu'à l'issue de cette manifestation, certains agents en sont venus aux mains afin de forcer leur entrée dans l'enceinte de l'entreprise. La rencontre d'aujourd'hui était d'abord une prise de contact entre son Excellence le gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, et le Conseil de sécurité provincial de la ville. Il était question, bien entendu, de parler de la sécurité de la ville, que cette recrudescence du taux de criminalité et du banditsme urbain qu'il y avait. Il était important que l'autorité nous donne ses orientations pour pouvoir résorber très rapidement ce problème. Aussi le problème des embouteillages et d'autres qu'on a pu évoquer ensemble. Les actions prioritaires ont été données par l'autorité au niveau du commissaire provincial de la ville. Je pense qu'il est à mes côtés, il pourra vous dire ce qu'il a reçu comme instruction de l'autorité. Oui, il s'est tenu ce conseil provincial de sécurité présidé par son Excellence M. le gouverneur Daniel Bumba. Et il était question d'une prise de contact tout d'abord et puis évaluer la situation sécuritaire de la capitale. Plusieurs points ont été abordés et plusieurs mesures aussi, mais dont l'intégralité vous sera, n'est-ce pas, donnée dans les heures qui suivent par le porte-parole du gouvernement.
Kinshasa a connu une croissance considérable ces dernières décennies. Sa population, qui s'élevait à 2 153 000 habitants en 1980, était estimée à 9 052 000 en 2010, faisant de cette capitale la troisième ville la plus peuplée d'Afrique. Kisanso est l'une des communes les plus peuplées de la capitale congolaise. La présence de l'État dans cet espace périurbain était quasi inexistante. Grâce à la nouvelle équipe, les habitants de cette municipalité peuvent compter aux autorités établies. L'article 50 de la loi du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces y répond. Selon la loi, le conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal, notamment son règlement intérieur, l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings, l'entretien de collecteurs des drainages et d'égouts, l'éclairage public communal. C'est dans cette optique que le bourgmestre de la commune de Kisanso, le professeur Godet actuel, a pris part le lundi 22 juillet à la plénière du conseil communal. Il était question pour l'autorité municipale de Kisanso de faire l'état des lieux de sa juridiction devant le conseil communal pour le bon fonctionnement de la commune. Aux honorables conseillers communaux ici présents de pouvoir questionner, maîtriser leurs tâches lorsque l'exécutif ne leur présente pas véritablement l'état des lieux de la commune qu'il pilote. Mon état des lieux commence par un préambule, va se terminer par une conclusion. Au sortir de cette plénière, le professeur Godet actuel n'a pas caché les mots pour exprimer sa satisfaction. Je les remercie parce que pareil exercice montre à suffisance que nous avons une même vision. La même vision, c'est le développement local de notre commune, la commune de Kisanso. C'est que les conseillers municipaux viennent de faire est un exercice noble. Et cela nous pousse à pouvoir se constituer en plaidoyer pour la bonne marche de notre commune. À noter que cet exercice noble permet le bon fonctionnement des entités décentralisées pour le développement à la base. Dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police demande aux propriétaires des véhicules abandonnés, en panne ou ceux en très mauvais état sur les artères de bien vouloir les retirer de la voie publique en déant 7 jours à dater de la diffusion du présent communiqué, peut-on lire dans le communiqué du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, signé par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Le commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a par ailleurs prévenu que dépassé ce délai, il va prendre des dispositions qui s'imposent afin que ces véhicules soient saisis et envoyés à la casse. Il a publié ce communiqué au lendemain de la réunion du comité provincial de sécurité présidé lundi par le gouverneur de la ville de Kinshasa, à l'issue de laquelle plusieurs mesures ont été prises, dont la lutte contre les embouteillages causés entre autres par la présence des véhicules abandonnés sur les artères et en prise publique. La publication de ce communiqué de la police intervient aussi en prévision d'une opération d'assainissement de la capitale congolaise annoncée dernièrement par l'autorité urbaine sous la dénomination Opération Coup de poing, à l'instar de celle organisée à Kinshasa en janvier 2023 à la veille de la visite du souverain pontife dans le but de dégager les emprises publiques. C'est un acte d'engagement qui vient d'amorcer le processus de développement cheval de bataille du président de la République Félix Tshisekedi. Conformément à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2008 fixant règles relatives à l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État. Cette loi stipule qu'avant leur entrée en fonction, le mandataire public signe un contrat de mandat avec l'État représenté par le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions. La cérémonie des séjours a eu lieu à Hilton Hotel à Kinshasa et qui a connu la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, quelques membres du gouvernement, les mandataires de l'État, agents et cadres du ministère du portefeuille.
Pour le ministre du portefeuille Jean-Louis Boussa, cette cérémonie matérialise la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de placer les entreprises de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Matérialise la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, et placer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Afin de mettre en œuvre cette volonté clairement exprimée, le ministère du portefeuille a été instruit par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à procéder à la signature du contrat de mandat. S'en est suivi la lecture du contrat mandat par le président du Conseil supérieur du portefeuille Norbert Nkoubou. Ensuite, les mandataires publics ont été conviés à signer les contrats mandats qui réitèrent leur engagement vis-à-vis de l'État congolais à travers le ministère du portefeuille. Prenant la parole, la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, a salué la diligence du ministre du portefeuille tout en rappelant que ceci oblige le mandataire de l'État de travailler avec une nouvelle approche basée sur la bonne gouvernance. C'est pourquoi je salue à juste titre la diligence du ministre du portefeuille qui a intégré dans son activité la précaution qu'il y avait de trouver un point d'impact entre la vision du chef de l'État de dynamiser les unités de production du portefeuille de l'État pour en faire le levier de la relance économique du pays et la nécessité d'encadrer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la relation entre les mandats, le mandant et les mandataires publics au sein des entreprises. Ceci oblige les mandataires à définir de manière pointue la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Dans cette perspective, il me paraît évident que les objectifs... Parmi les signataires figure la présidente du conseil d'administration de la société Plantation et Huileries du Congo, Madame Julia Luongamamba, qui n'a pas caché sa satisfaction. Et aujourd'hui, c'était un grand jour pour nous les mandataires de l'État, mandataires publics des entreprises mixtes ainsi que des entreprises des établissements de l'État public. Donc nous sommes venus pour réitérer notre engagement vis-à-vis de l'État congolais et au travers du ministère de tutelle, ministère du portefeuille de l'État, accompagné bien sûr par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a assisté effectivement à la signature de contrats mandat des mandataires publics de l'État. Effectivement, il s'agit d'un engagement vis-à-vis de notre chère patrie. C'est un engagement qui nous permet de nous mettre en face de nos obligations et de notre devoir que nous avons de défendre les intérêts de l'État congolais. À noter que ces contrats déterminent la durée du mandat ainsi que le droit et les obligations de chaque partie. Durant 2 jours, les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont été appelés à appliquer tout ce qu'ils ont appris lors du séminaire organisé à leur intention par la Première ministre. Cet appel leur a été lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la clôture du séminaire gouvernemental au Palais de la Nation le mardi 23 juillet 2024. C'est la Première ministre Judith Suminwa qui a lu le discours du chef de l'État qui était empêché. Bien avant la cérémonie des clôtures, plusieurs recommandations ont été faites à l'issue des travaux de ce séminaire. Parmi les 13 recommandations, on peut citer notamment que chaque membre du gouvernement doit fonder ses initiatives sur le programme d'action du gouvernement et savoir que ces initiatives s'exécutent sous la coordination et la direction de la Première ministre. Dans le processus de la préparation et l'élaboration des dossiers et projets de textes à soumettre aux instances gouvernementales, les membres du gouvernement sont tenus d'associer les différents services et ministères impliqués. À la fin du séminaire, chaque membre du gouvernement a signé un acte d'engagement qu'il doit respecter. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui
est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Les autres recommandations formulées seront coulées de manière détaillée dans un rapport final pour être ensuite présentées au président de la République. Honorable président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et nous nous sommes nous nous sommes empressés à valoriser le côté garde des Sceaux. Et donc nous avons fait fabriquer un nouveau sceau officiel de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des Sceaux officiellement le sceau officiel de la République. Et donc nous l'avons commandé auprès des Chani Metal. Et voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Merci. Ok, voilà. Il est là. Très bien. Merci beaucoup. L'attitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête, vous adressez seulement cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons déjà les sceaux officiels. C'est l'occasion de demander aussi aux autres institutions qui ont des cachets ou des sceaux abîmés ou qui ont fait fabriquer ailleurs de se conformer à la Constitution, puisque vous êtes ministre d'État et garde des sceaux de tous les sceaux de l'État officiels à laquelle chaque institution doit venir de vous. Merci, on va en faire bon usage. Dans sa note circulaire rendue publique le 20 juillet dernier, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pris une série de mesures pour réguler et structurer les cadres de fonctionnement des associations sans but lucratif et des associations confessionnelles. Il a notamment interdit l'installation d'une association confessionnelle dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Certains pasteurs de la ville de Kinshasa n'ont pas manqué de donner leur avis. En fait, ce n'est pas une mauvaise décision dans le sens où l'on veut restaurer les choses. Mais c'est un processus qui doit prendre du temps. Il faut organiser des séminaires de formation et essayer un peu d'expliquer les gens clairement. Et ensuite, celui qui ne va pas obtempérer à la décision du ministre va subir la rigueur de la loi. Pour le pasteur René Kakessi, la décision du ministre est bonne et mauvaise à la fois. Il s'explique. Oui, on a reçu la décision du ministre, mais ça peut être bon, ça peut être aussi mauvais. Pourquoi? Parce que bon, si ça tombe que les deux églises ont acheté déjà dans un même endroit et la distance n'a pas respecté, que faut-il faire? Mais juste pour se séparer, ce n'est pas aussi mauvais, c'est bon. Parce que des fois, nous aussi, les pasteurs, nous exagérons par rapport aussi à la sonorisation. Nous dérangeons aussi d'autres personnes. Mais si tel est le cas, il faudrait au moins dire à tous les pasteurs de faire quoi? De diminuer peut-être leur sonorisation, ça allait être mieux. Au lieu de les distancier parce qu'on est tous des locataires. D'autres sont des locataires, d'autres sont des bailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pasteur Godé Mongengo, quant à lui, affirme qu'on ne peut pas s'opposer à la loi parce que la loi reste la loi. Je viens d'apprendre aussi comme tout le monde que le ministre avait décidé à ce que la distance entre deux églises soit de 500 mètres. Nous n'allons pas nous opposer à la loi, parce qu'il y a une loi qui réglemente les églises, c'est la loi 004. Mais il faut aussi tenir compte des réalités. La plupart des églises dont on parle sont locataires. Ils peuvent quitter ces parcelles de là. Dans notre État aussi, nos membres aussi, ils sont déjà fidèles à nos églises. Et quand par exemple une église quitte un endroit, elle doit aller quelque part. Je crois que le problème pouvait être bien réglé dans le sens
de réglementer la manière dont on doit commencer à travailler. Parce que généralement, on parle de vacarme, on parle de bruit que font les églises. En tout cas, là, avant de donner mon avis, il n'y a pas seulement que les églises. Le ministre doit regarder de tous bords. Il n'y a pas seulement les églises. Il y a aussi les bars qui nous dérangent. Nous sommes églises, moi j'habite à côté des bars. Mais vous n'avez pas le temps, peut-être que ces gens-là ferment très tard, à 3 h du matin, et c'est difficilement pour avoir le sommeil. Et les églises aussi, ils doivent chercher ça. En République démocratique du Congo, la prolifération des églises est notable, notamment à Kinshasa, où l'on peut voir jusqu'à 5 églises sur une seule avenue, ce qui favorise la nuisance sonore. Cette situation constitue une infraction que la loi congolaise sanctionne. Le vendredi 26 juillet 2024, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris pour vivre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Cette cérémonie qui s'annonce grandiose et spectaculaire marquera le début de 16 jours des compétitions intenses et de fortes émotions. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade. Au lieu de cela, les délégations nationales d'athlètes sur les 6 km de la Seine, fleuve française, du pont d'Austerlitz au Trocadéro au bord d'embarcations dédiées. La République démocratique du Congo participe aux Jeux Olympiques depuis 1968 mais n'a jamais remporté de médaille. 6 athlètes congolais tenteront de décrocher la première consécration olympique du pays à Paris en 2024. La République démocratique du Congo participe aux Jeux Olympiques depuis 1968 mais n'a jamais remporté de médaille. Ces athlètes congolais tenteront de décrocher la première consécration olympique du pays à Paris en 2024. Ils seront présents dans 4 disciplines sportives différentes pour relever ces défis. En boxe, nous avons 2 boxeuses, Marcela Sakobi, seule rescapée des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, et Brigitte Mbabi. Les deux ont obtenu leur qualification sur terrain respectivement au championnat national d'Afrique de Dakar au Sénégal et au dernier tournoi qualificatif international à Bangkok en Thaïlande. 2 athlètes en natation, Astrid Ipelinga et Divine Miyasadi. Le premier sera aligné dans 3 spécialités dont les 50 mètres nage libre, bras et papillon, et les seconds aux 50 mètres de nage libre. En judo, Arnold de Kasoka, le récent médaillé d'argent à l'Open de Luanda en Angola et à Yaoundé en Cameroun. Et enfin en athlétisme, le sprinter Dominique Moulamba qui va courir pour les 100 mètres. La cour militaire de Kinshasa Gombe a repris ce jeudi 25 juillet 2024 l'examen de l'affaire Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et dirigeant politique du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Nangaa Baseyan, poursuivi pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel, a nié toutes les accusations portées contre lui et clamé son innocence, affirmant qu'il n'est pas membre de l'AFC et qu'il n'a jamais été en contact avec Eric Kouba et les autres accusés. Je ne suis pas membre de l'AFC, je ne sais rien de tout ça, je n'ai jamais été en contact avec Eric Kouba et les autres qui ont été cités ici. Corneille Nangaa est le fils de mon grand frère, tous les autres que je vois ici, je les ai vus pour la première fois lors de notre transfert à l'auditorat militaire, a-t-il déclaré devant la cour. Nangaa Baseyan a raconté les circonstances de son arrestation, soulignant qu'il avait immédiatement demandé aux autorités de vérifier ses appels téléphoniques pour prouver son innocence. Il a également insisté sur le fait qu'il était un simple citoyen congolais victime des actions de Corneille Nangaa. Je ne peux pas nier ma relation biologique avec Nangaa, je ne suis pas en contact avec lui et je ne le ferai pas. Je suis congolais, je fais partie de ceux qui sont victimes de l'action de Corneille Nangaa, a-t-il ajouté. Le prévenu a été arrêté le 16 janvier 2024 et a passé 6 mois dans un cachot de renseignement militaire. Ses avocats ont affirmé que leur client avait été arrêté uniquement parce qu'il porte le nom de Nangaa. Lors de son audition le 17 janvier 2024 par les renseignements militaires, Baseyan a indiqué qu'il avait été arrêté dans une concession appartenant à Christophe Baseyan, frère de Corneille Nangaa. La cour continue d'examiner l'affaire et interroger les prévenus pour faire la lumière sur cette affaire.
En sa qualité de membre de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC, la République démocratique du Congo a le droit d'être représentée dans les conseils d'administration de cette organisation. Cet administrateur doit être nommé par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba. Le secrétaire général de l'OMAOC explique. J'ai rencontré son Excellence le vice-premier ministre, ministre des Transports, des voies de communication et des enclavements. D'abord, c'était pour le féliciter pour sa nomination à ce poste. Et compte tenu de sa riche carrière gouvernementale, nous restons convaincus qu'on peut développer la coopération entre la République démocratique du Congo et l'OMAOC sous sa guidance. Les questions que nous avons abordées sont diverses, dont les principaux sont la mise en place très prochaine d'une banque maritime régionale de développement pour laquelle son Excellence a été invité à procéder à la nomination de l'administrateur représentant de la République démocratique du Congo qui va siéger au conseil d'administration de cette banque. La République démocratique du Congo est sous-représentée dans plusieurs organisations. Pour l'OMAOC, le docteur Paul Adeliko pense que cette tendance doit être inversée. C'est ainsi qu'il a lancé un message à la jeunesse congolaise et des entreprises œuvrant dans les secteurs maritimes pour se former dans les institutions de cette organisation africaine. C'est un honneur d'avoir échangé avec quelqu'un avec de si grandes références dans la gestion des affaires de l'État. Et à cet effet, le message que le secrétaire général lance à l'endroit de la population et des entreprises du secteur maritime, c'est que véritablement, l'OMAOC a des institutions de formation. Une à Accra, l'autre à Abidjan. Et ces institutions sont à la disposition de la jeunesse africaine, dont celle de la RD Congo, pour former les jeunes au métier de la mer, au transport maritime, mais aussi à toutes les activités qui tournent autour du transport maritime. Il faut noter que plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette audience, notamment l'organisation du sommet des chefs de l'OMAOC prévu au Tchad, mais qui pourrait se dérouler en République démocratique du Congo, selon le docteur Paul Adeliko. Dans un communiqué diffusé jeudi 25 juillet, les États-Unis d'Amérique annoncent avoir pris des sanctions contre Corneille Nangaa, leader de l'Alliance Fleuve Congo AFC et certains de ses associés. Sur la liste de personnes et groupes sanctionnés figure Bertrand Bissimois, Twirwaneho, un groupe armé allié à l'AFC dans la province du Sud Kivu, et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho. Désormais, tout le bien et intérêt dans le bien de personnes désignées ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes des États-Unis sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toute entité détenue directement ou indirectement, individuellement ou collectivement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Washington a décidé de ces sanctions parce que l'AFC perpétue l'instabilité politique et un conflit meurtrier en exacerbant une crise humanitaire dans l'est de la RDC. Les États-Unis d'Amérique disent par ailleurs tenir pour responsable ceux qui menacent la paix et la sécurité ou la stabilité en RDC. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, avait déjà été sanctionné par les États-Unis en 2019 pour sa participation à des actions ou à des politiques sapant le processus ou les institutions démocratiques en RDC. Ces nouvelles sanctions américaines sont annoncées alors que le procès contre lui et compagnie se déroule à la cour militaire de Kinshasa. Ils sont jugés par contumace pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la RDC. Le bureau provisoire a rendu public le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif lors de la plénière de ce vendredi 28 juillet 2024. La séance est reprise.
Après le document avalisé par la plénière, l'élection et l'installation des membres du bureau définitif aura lieu le samedi 3 août prochain. Les autres étapes de ce calendrier se présentent comme suit. Le 29 juillet, les dépôts des candidatures. Le 30 juillet, examen et affichage des listes provisoires des candidats retenus. Le 31 juillet, examen des recours par la commission ad hoc. Le 2 août, campagne électorale en séance plénière. Et enfin, le 3 août, élection et installation du bureau définitif. Ces documents a été rendu public après que le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement ait été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Notons que plusieurs candidatures à un poste au sein du bureau définitif sont pressenties, entre autres celles de Samalou Kondé ou Bahati Lukwebo à la présidence ou encore Salomon Kalonda de l'opposition au poste de rapporteur adjoint. Et de province.